Alors, bonsoir à tous. Merci de vous être connectés à ce podcast premier du genre. Nous voulons une plateforme d'échange entre jeunes médecins qui réussissent leur carrière de façon remarquable avec des médecins plus jeunes, parfois des étudiants en médecine qui se posent encore des questions quant à la voie à prendre. Nous voulons voir plus de médecins se hisser au sommet et réussir leur carrière. Nous voulons vous aider à choisir la voie qui vous convient le mieux afin que vous puissiez contribuer au rayonnement des médecins en Afrique et nous voulons vous aider à vous préparer aux pièges qui vous attendent sur les voies que vous allez emprunter. Pour le second épisode, j'ai l'honneur d'accueillir mon promotionnaire et très bon ami de très longue date, Dr Gbangou Jean-Bernard, que j'appelle affectueusement mon parent. Gbangou Jean-Bernard est connu pour être très travailleur, très studieux. Il est motivé et très déterminé. Gbangou Jean-Bernard nourrit l'amour du travail bien fait. C'est quelqu'un à qui, lorsqu'on confie un travail, on peut dormir tranquille, comme on le dit chez nous. On peut dormir tranquillement parce qu'on sait qu'il va livrer un travail de très bonne qualité. Sur le plan humain, Dr Gbangou est très sincère en amitié. Ses amis savent compter sur lui pour prodiguer des conseils très sincères, parfois très directs, mais on sait qu'on aura toujours de bons conseils venant de Gbangou. Il est très perspicace. Il est toujours prêt pour aider sur le plan social et sur le plan professionnel. Gbangou, bienvenue sur mon podcast. Merci beaucoup, Dr. Kouldiati. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'avoir cette opportunité pour m'exprimer et aussi de partager. Merci beaucoup, JB. C'est donc sans surprise, au vu de tout ce que je viens de dire sur Gbangou, que nous observons que Gbangou a une très belle carrière professionnelle. Il occupe, bien qu'il soit encore très jeune, de très hautes responsabilités dans une ONG internationale. Dr Gbangou est présentement le représentant pays de l'Institut tropical et de santé publique suisse au Tchad. Il est le coordinateur du programme d'appui aux districts sanitaires au Tchad qui est financé par la coopération suisse. Il est titulaire d'un doctorat d'État en médecine de l'Université Nazi Boni à Bobo-Dioulasso, d'un master en santé publique spécialisé épidémiologie et biostatistique de l'Université d'Aix-Marseille en France, d'un certificat de management public de l'Université d'État du Ohio aux États-Unis et d'un certificat de vaccinologie de l'Université de Cape Town en Afrique du Sud. Dr Gbangou capitalise en tout 9 années d'expertise en santé publique, acquises à travers des expériences professionnelles au Burkina Faso, aux États-Unis et bien entendu au Tchad. Il dispose de compétences solides dans les domaines du renforcement des systèmes de santé, dans l'implémentation et l'intervention dans l'implémentation d'interventions de santé pour le contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles et dans la vaccination. Dr Gbangou a débuté sa carrière dans le domaine de la recherche en santé au Centre Muraz, avec qui j'ai servi avec grand plaisir lorsque nous étions encore au Centre Muraz à Bobo-Dioulasso, où il a travaillé d'abord comme investigateur puis comme coordinateur de projet dans le cadre d'essais cliniques vaccinales, testant 2 candidats vaccins contre la maladie à virus Ebola. Il a ensuite réorienté sa carrière dans le domaine du développement et de l'humanitaire. Les différentes positions de leadership qu'il a occupées lui ont permis d'acquérir des aptitudes dans la gestion de projets et de programmes en santé. Ceci est très impressionnant. Gbangou, merci de vous livrer à l'exercice de cette interview qui va, Merci beaucoup. sans nul doute, aider nos jeunes frères et éclairer nos jeunes frères, notamment ceux qui envisagent embrasser une carrière en santé publique. Merci beaucoup, Gafar. Et
je voudrais vraiment te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes à nous et également à nos jeunes frères. C'est vraiment une opportunité de partage qui est rare. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas hésité à accepter vraiment voilà, cette expérience. Merci beaucoup, Bangou. Merci de te livrer à cet exercice. Merci de partager ton expérience et de partager des tips pour que nos jeunes frères puissent faire comme toi. Première question, Bangou. Je vais aller droit au but. Pourquoi as-tu choisi santé publique? Il faut dire que c'est suite à un concours d'événements qui m'ont amené à choisir cette spécialité. D'abord, lorsque nous étions en sixième année d'études médicales, nous avons eu le module de santé publique et également le module de méthodologie de la recherche. Et c'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à nos maîtres, le professeur Savadogo Léon et le professeur Sombier Isaka, qui ont su nous transmettre en fait cet amour de la santé publique. Et donc, après ces modules-là, j'avais vraiment un fort intérêt pour cette spécialité et une envie d'approfondir mes connaissances dans ce domaine. Et par la suite, en septième année, j'ai vécu un événement qui m'a marqué et qui a produit comme un déclic. Et dès la septième année, c'était clair pour moi que c'était une spécialité vraiment voilà, qui m'intéressait beaucoup. Lorsque nous étions en stage interné au département de pédiatrie, voilà, j'étais de garde et c'était pendant la période de haute transmission du paludisme. On a reçu près d'une cinquantaine d'enfants à la garde avec, voilà, beaucoup c'était des cas de paludisme grave et malheureusement, les conditions n'étaient pas très faciles. Voilà, il n'y avait pas de produits sanguins au laboratoire, il n'y avait pas d'oxygène aux urgences et malheureusement, nous avons enregistré 2 cas de décès dans ces conditions. Et il y a un décès qui m'a particulièrement marqué. Il s'agissait d'un couple euh, qui avait un âge avancé, environ une quarantaine d'années. Et ils sont venus avec leur unique fillette de 3 ans. Euh, C'était un cas de paludisme grave forme anémique. Et malheureusement, nous n'avons pas pu la sauver. Et ça m'a vraiment bouleversé lorsque j'ai annoncé cette nouvelle aux parents. Et j'ai vu dans leurs yeux toute la peine. Ils n'ont même pas pu dire un mot, mais j'ai vécu avec eux cette douleur-là. Et au cours de la nuit, j'ai passé mon temps à réfléchir. Je me suis retiré dans une salle pour vraiment me remettre de toutes ces émotions. Et je me suis dit, il faut qu'on pose des actions à grande échelle. C'est vrai qu'il faut des gens pour travailler dans les formations sanitaires, mais il faut également des professionnels de santé pour réfléchir à grande échelle et avoir un impact beaucoup plus grand. Et comme je suivais déjà ces cours en santé publique, et je savais qu'il y avait des possibilités, et c'est vraiment ce qui a été décisif pour moi. Je peux dire que ce fut vraiment l'élément déclencheur. Très bien, très inspirant. Alors donc, premièrement, tu as été motivé par tes maîtres et ensuite, tu as voulu changer les choses. Tu as cet amour-là de changer les choses, d'améliorer les choses. Tout à fait. Très bien. Je sais que tu as mentionné dans ta réponse que tu as été inspiré par les maîtres qui t'ont donné envie de faire santé publique. Ok. Maintenant, dans ta carrière de spécialiste en santé publique, notamment dans le domaine du développement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré? Y a-t-il cette personne-là qui t'a donné envie de faire santé publique dans le domaine du développement? Oui, il y a des gens qui m'ont inspiré. Je dois dire que avant même
avant même d'embrasser cette spécialité, ça a commencé plus tôt en fait. Parce que j'ai d'abord été inspiré par mon père, Bangu Adjima, qui est un expert démographe qui a fait des études assez poussées dans le domaine de la démographie et qui était également coordonnateur de projets de santé. Et il coordonnait un projet de santé appelé PRAPAS, le projet de recherche-action pour l'amélioration des soins de santé, qui était basé à Nouna Ok, et financé par l'université d'Heidelberg en Allemagne, en ok. partenariat avec le Mhm. ministère de la Santé. Et c'est ce projet qui est devenu plus tard le Centre de recherche en santé de Nouna. Ah, Et ok. voilà, donc ça déjà à Nouna, je le voyais faire et tout. Je lui posais des questions, il m'expliquait un peu. Donc il y avait déjà cette fibre-là en moi. Et par la suite, en évoluant, j'ai aussi rencontré euh, un frère et ami, Monsieur Sognon Honora, qui était le directeur de Bioforce Afrique, qui formait en fait le personnel pour le secteur de l'humanitaire et du développement. Et c'est à travers lui que j'ai découvert en fait ce monde-là, que j'ai eu beaucoup plus d'informations. Mais en ce moment, j'étais déjà dans la recherche. Et voilà. Et donc, ce sont des gens qui m'ont vraiment inspiré et qui m'ont amené à mieux prospecter ce domaine et finalement de m'y lancer parce que c'est ce qui correspondait le mieux à ce que je voulais. Voilà, j'aime être au contact des populations, changer la vie des gens et voir ces résultats-là concrètement voilà, sur le terrain. Et c'est vraiment ça. Très bien. Donc, nous profitons de rendre hommage au papa qui t'a inspiré et qui t'a amené à faire santé publique. Merci beaucoup, papa. Alors, très bien, c'est très bien. Et je suis convaincu que toi également, Gbango, tu vas inspirer plus d'un. Tu vas amener des gens aussi à vouloir embrasser des carrières en santé publique, notamment dans le domaine du développement. Je Euh, l'espère. Gbango, je veux qu'on regarde un peu plus en détail ta formation, ton parcours en formation. Raconte-nous comment tu t'y es pris pour te former en France. Comment est-ce que tu t'y es pris pour faire santé publique en France? Il faut dire que déjà, pendant mes études médicales, j'avais vraiment ce besoin-là d'approfondir mes connaissances en santé publique, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, j'ai fait des recherches sur les universités et sur les opportunités de formation qu'il y avait. Et donc, il y avait l'université d'Aix-Marseille qui offrait une formation en biostatistique euh, et avec une option en présentiel ou soit à distance. Et ça me convenait bien. Et donc, j'ai déposé ma candidature et finalement, ma candidature a été retenue. Mais étant encore étudiant, je n'avais pas les moyens de payer cette formation. Et donc, c'est là que j'ai parlé de ce projet avec la famille. Mais j'avais déjà, voilà, ma candidature était déjà retenue. Et donc, j'ai eu le soutien de ma famille, notamment des parents qui m'ont payé ces 2 années de master et également de mon grand frère, Adrien, Gbango Adrien, que je salue au passage, qui m'a soutenu par rapport à la logistique, parce qu'il fallait la connexion Internet haut débit pour pouvoir suivre ses cours et tout. Et vraiment, j'ai eu du soutien de la famille. Et ça, c'est vraiment un aspect important. Quand on a du soutien de la famille, ça permet également de pouvoir atteindre ses objectifs. Ça m'a permis non seulement de finaliser mes études médicales, tout en me formant en santé publique. Très bien. Bangou, quelles sont les difficultés auxquelles il faille s'attendre quand on décide de se former en santé publique? Euh, il faut dire que c'est une discipline qui est vraiment assez pointue. Et les difficultés que j'ai eues au cours de la formation n'étaient pas vraiment des difficultés liées à la spécialité, mais beaucoup plus liées au système éducatif.
parce que là, je rentrais dans un nouveau système éducatif français, européen, et avec ses particularités. Et ça exige vraiment d'avoir de l'autonomie. Voilà. C'est pas comme Ouais. dans nos systèmes où tout est donné à l'étudiant. Il y a, il y a, pour l'acquisition des connaissances, il y a un travail individuel à faire. Donc, on donne les bases à l'étudiant, mais voilà, il y a des recherches personnelles à faire. Et si c'est pas fait, voilà, ça se ressent directement lors des évaluations. Et c'est beaucoup plus de ce côté-là. Et il y a beaucoup, il y avait aussi de la rigueur au cours de la formation. Euh, il y a nos enseignants aimaient nous dire, c'est pas un master au rabais. Voilà, soit tu as les capacités pour vraiment acquérir ces connaissances-là, soit tu ne les as pas et voilà, tu n'as pas le diplôme. Et il y a particulièrement un de nos enseignants à qui je voudrais rendre hommage, le professeur Roch Georgie, qu'on appelait affectueusement The Rock, parce qu'il était très rigoureux. Et ça, c'était pas facile pour, en tout cas pour nous, mais particulièrement pour moi, j'étais à l'aise parce que déjà à l'INSA, il y avait déjà cette rigueur-là avec le général, le professeur Guy Gemde, qui nous avait déjà habitués à cette rigueur-là. Donc ça n'a pas été vraiment une grande difficulté pour moi. Voilà, donc c'était beaucoup plus ces aspects-là qui étaient liés, qui étaient comme difficulté, mais par rapport à la spécialité, pas vraiment. Le seul point aussi que je pourrais souligner, c'est que lorsque nous faisions les cours, il y avait des cours qui étaient dispensés en français et dont les supports étaient en anglais. Et ça m'a permis de voir également l'importance de l'anglais dans la santé publique. Et même nos enseignants en France, beaucoup sont bilingues en fait. Beaucoup sont bilingues et les bons documents sont en anglais. Et je saisis l'occasion pour en tout cas souligner ce côté-là. L'anglais, c'est vraiment important. Et pour faire des études de qualité, pour aller loin, il faut vraiment ça. Ok. Merci beaucoup. J'ai retenu un aspect très intéressant. Tu as dit qu'il faut de l'autonomie. Le système éducatif au Burkina, en Afrique, est différent de ce qu'on peut observer en Europe, par exemple. Et c'est Tout la à fait. deuxième fois que cela ressort avec Jean-Noël, dans l'interview précédente, il a également fait ressortir cet aspect-là. Et donc, je pense que c'est bien de partager ça avec les petits frères. Il faut savoir que le, le système éducatif auquel nous sommes habitués peut être différent de celui qu'on peut observer en Europe et il faut s'y préparer. Tout à Voilà. fait. Et l'anglais aussi, je vais revenir après là-dessus, sur l'anglais, mais merci également de faire ressortir que l'anglais est très, très important quand on veut se former et notamment quand on veut bien se former. Bangou Jean-Bernard, je vais te poser une question très directe. Rétrospectivement, es-tu content d'avoir choisi santé publique? Je dois dire que oui. Je suis très content d'avoir embrassé cette spécialité parce que je suis épanoui professionnellement. Ça répond un peu à ma personnalité. J'aime les choses dynamiques. Voilà, j'aime beaucoup travailler sur plusieurs projets différents et aussi, comme je l'ai dit, avoir de l'impact à grande échelle. Et je dois dire Ok. que je suis vraiment satisfait. Et si je devais refaire les choses, j'aurais fait le même choix. Très bien. Ça, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel que d'être content de son choix et d'être épanoui dans son travail. Je suis très content pour toi. Une petite question maintenant. Pourquoi le Tchad et pas le Burkina Faso? Bon, il faut dire que quand j'ai fini mes études, j'ai d'abord travaillé au Burkina Faso. Comme tu l'as souligné, on a travaillé ensemble au San Muraz. Et donc j'ai d'abord eu l'expérience au Burkina. Mais après, j'avais également besoin de faire mes preuves ailleurs. Voilà, surtout dans la santé publique.
j'avais besoin voilà, d'avoir d'autres expériences et de vivre d'autres réalités afin de pouvoir capitaliser tout ça au profit de mon pays. Mais il faut dire aussi que euh, à un certain moment de ma carrière, je me suis beaucoup formé, la formation continue, je me suis formé et je me suis senti à un certain moment sous-employé. C'est-à-dire que j'avais des compétences que je n'arrivais pas voilà, à valoriser. Je n'arrivais pas à m'exprimer en fait. Voilà. Et Oui. j'avais besoin d'être dans d'autres cadres pour pouvoir valoriser ces compétences-là. Parce que lorsque on est dans le système public, voilà, souvent les choses sont assez, voilà, assez figées. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et donc j'avais besoin voilà, de faire mes preuves ailleurs, de pouvoir vraiment m'exprimer professionnellement, de pouvoir mettre en pratique toutes les connaissances que j'avais acquises. Voilà, c'est ce qui m'a amené à aller à l'international. Et je n'ai pas choisi spécifiquement le Tchad, mais voilà, c'est l'opportunité qui s'est présentée. Voilà, il y avait aussi une opportunité en Gambie, mais bon, finalement, j'ai choisi le Tchad. Et voilà, je ne regrette pas. Très bien. Alors, je souhaite revenir sur l'anglais. Tu as mentionné tout à l'heure que au cours de ta formation, certains cours, bien que dispensés en français, les supports étaient en anglais. À quel point l'anglais est-il important pour réussir en santé publique? Je ne parle pas de la formation, je parle de réussir en tant que professionnel qui exerce dans la santé publique. Et comment as-tu fait, toi, Bango, pour développer ton anglais? Bon, il faut dire que pour développer mon anglais, je vais commencer d'abord par ça. C'est à travers la lecture. D'abord, il faut aimer. La première des choses, il faut aimer la langue. Voilà. On apprend plus facilement une langue quand on l'aime. Et moi, j'ai aimé l'anglais euh, parce que depuis le lycée, c'est aussi le rôle des parents est très important. Depuis le lycée, on m'avait déjà préparé, on m'avait déjà fait comprendre à quel point l'anglais était important. Voilà. Et ayant voilà, un père qui était dans le domaine de la recherche, qui vivait lui-même ces réalités-là, donc j'avais déjà été sensibilisé par rapport à ça et aussi j'aimais la langue. Donc c'est beaucoup plus à travers la lecture. C'est vraiment de l'auto-formation. Voilà, je peux dire que je lisais beaucoup, j'écoutais beaucoup les audios. Je regardais beaucoup de films en anglais, sous-titrés et tout. Et j'ai eu aussi à me former pour le TOEFL, voilà, plusieurs fois, mais c'était avec des documents et des CD en son temps. Et donc, c'est vraiment de l'auto-formation. Et je dois dire que c'est quand on a vraiment l'amour de la chose, en fait, c'est plus un travail, ça devient un loisir, voilà. Et ça devient au contraire un plaisir. Voilà. Et donc, je me suis formé, je me suis auto-formé. Et par rapport à l'importance de l'anglais, je dois dire que l'anglais, c'est vraiment une clé, une grosse clé. Toutes les formations que j'ai pu faire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique du Sud, en Gambie, c'était parce que voilà, je pouvais parler anglais. Et ce sont des opportunités de formation. En fait, c'était des bourses d'études, tout frais payé. Voilà, donc ça veut dire que l'anglais ouvre des portes, que ce soit pour la formation, que ce soit dans le domaine professionnel, ça ouvre les portes. Vous ferez la différence parce que voilà, vous maîtrisez l'anglais. Et ça, je tiens vraiment à insister là-dessus. Je sais que très souvent, c'est une langue qui est négligée. Les gens se disent qu'ils peuvent faire sans, mais pour quelqu'un qui veut aller loin, qui veut en tout cas avoir plus d'opportunités, c'est vraiment important. Et par rapport à la santé publique, c'est capital. C'est capital. J'ai parlé des cours, mais pendant le mémoire, la plupart des articles scientifiques sont en anglais.
Voilà, et on n'a pas le choix. Pour être à jour et avoir les dernières informations, c'est vraiment des documents en anglais. Voilà. L'école anglo-saxonne, comme on l'a dit là, elle est très productive sur le plan scientifique et donc pour quelqu'un qui veut vraiment aller loin et avoir des compétences, c'est une condition à remplir. Très bien. Ouais. Je profite à rendre hommage à un très bon ami, Thierry, que tu connais très bien, docteur Jigma Thierry, qui, je me souviens très bien, nous encourageait à suivre les films en anglais, sous-titrés. Mais à l'époque, honnêtement, je ne l'avais pas compris. Ce n'est que plus tard que j'ai compris à quel point l'anglais pouvait être important. Et comme tu l'as dit, c'est une clé qui peut ouvrir beaucoup de portes. En tout cas, on résumera cette question en encourageant les jeunes frères à s'auto-former en anglais. Voilà. Par exemple, toi, dans ton cas, tu n'es pas allé dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais. Tu t'es vraiment auto-formé et avec la détermination et la motivation, on peut y parvenir. Tout à fait. Et je Très bien. voudrais encore insister sur les opportunités. Euh, c'est vraiment le retour sur investissement est énorme. C'est-à-dire le temps que vous allez consacrer pour apprendre cette langue-là, après, voilà, vous m'en direz de nouvelles. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est vrai. L'anglais permet en tout cas, ça permet de prendre une longueur d'avance sur les autres, sur la concurrence, si on peut le dire. Voilà. Et donc, quand il y a les opportunités, bien entendu que parler anglais est un très, 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 très grand avantage. Tout à Alors, fait. Bango, je souhaite maintenant qu'on regarde un peu la spécialité, qu'on regarde la spécialité santé publique. Ok. Et là, la première question que j'ai pour toi, quels sont les principaux débouchés après un master en santé publique? Euh, oui, il faut dire que la santé publique a d'abord plusieurs sous-spécialités. C'est la santé publique, on dit, c'est vraiment global. Voilà. Mais à l'intérieur de la santé publique, il y en a qui font des études avancées en santé publique. Il y en a qui choisissent l'épidémiologie comme option. Il y a la biostatistique comme ce que j'ai fait. Il y a l'économie de la santé. Il y a l'informatique médicale comme Dr Jean-Noël et Guigma Thierry l'ont fait. Il y a beaucoup d'autres voilà, sous-spécialités. Et donc, mais toutes ces formations-là permettent d'embrasser des carrières dans le domaine de l'enseignement, euh, des carrières d'enseignants-chercheurs dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine de la recherche, voilà, être des chercheurs, et également dans l'administration publique, voilà, être des cadres dans l'administration publique, parce que au niveau des directions centrales, au niveau intermédiaire du système de santé, voilà, intermédiaire, au niveau des directions régionales de la santé, on a besoin de cadres de santé publique. Et donc, ayant voilà, ce profil-là, c'est des emplois qu'on peut avoir, ou soit travailler également dans le secteur de l'humanitaire et du développement comme consultant. Mais il faut dire que ce dernier point-là n'est pas souvent mis en avant, ou bien il n'est pas bien connu en fait de nos jeunes frères, et c'est pourquoi je voudrais voilà, mettre un accent là-dessus pour qu'ils sachent que voilà, c'est des opportunités qui sont là, mais souvent par manque de connaissances, voilà, certains voilà, se résument soit à travailler dans le système de santé, voilà, et voilà. Donc c'est une option qu'il faut considérer, notamment le Ok. travailler comme consultant dans des structures, dans des ONG nationales ou internationales. Très bien, Gwango. Et donc, ça, c'est la question que je souhaite te poser, la question suivante. Quelles sont les opportunités dans les secteurs de l'humanitaire et du développement et comment se préparer à les saisir? Tu as dit que c'est un domaine qui n'est pas très connu et souvent qui n'est pas mis en avant et qui
est peut-être méconnu de nos frères médecins qui se forment en santé publique. Oui, il faut dire que les opportunités, elles existent et elles sont, en fait, ça, je peux dire, elles sont permanentes. Voilà, il y a des sites en fait qu'il faut consulter et en fonction du profil que vous avez, vous pourrez vraiment voir des opportunités, que ce soit dans le domaine de l'humanitaire, que ce soit dans le domaine du développement. Il y a des sites qui sont prévus pour ça. Euh, Entre autres sites que je peux rapidement donner, il y a Web Relief, il y Web a, Relief. il y a Job Rapid. Avant, c'était Chat Carrière, mais maintenant, c'est devenu Job Rapid ou Rapid Job, ouais, Mhm. un truc comme ça. Et il y a aussi les sites des ONG. Si vous allez par exemple sur le site de Swiss TPH, il y a voilà, l'ONG dans laquelle je travaille, il y a toujours des onglets emploi. Et donc, c'est en consultant de façon permanente ces sites-là que vous serez au courant de toutes les opportunités qu'il y a. Et donc, c'est vraiment un flux permanent. Et comment saisir ces opportunités? Il faut en fait d'abord, à son niveau, savoir c'est quel profil on veut construire. Voilà. Pour entrer dans ce domaine-là, il faut se construire un profil. Est-ce que euh, on veut travailler comme voilà, dans le domaine du suivi et évaluation de projets? Est-ce qu'on veut travailler comme voilà, expert en santé publique? Est-ce qu'on veut travailler comme manager de projets de santé? En fonction des objectifs professionnels que vous visez, il faut construire votre profil en fonction de ça. Voilà. Donc, les formations à faire là, tout ça doit être fait en fonction de ça. Et là, c'est plus facile. C'est plus facile lorsque vous postulez, vous êtes compétitif parce que votre formation académique et votre expérience professionnelle sont en lien avec le profil recherché. Et donc, voilà ce que je peux dire comme, voilà, comme point par rapport à qu'est-ce qu'il faut, comment saisir ces opportunités-là. Très bien, merci beaucoup. Je vais peut-être noter les sites là dans le descriptif de la vidéo YouTube pour les jeunes frères avec les liens pour que ceux qui sont intéressés puissent les avoir. Tout à fait. Euh, Bango, quelles sont les difficultés auxquelles les médecins spécialisés en santé publique ou même au-delà, pas seulement les médecins, tous les agents spécialisés en santé publique sont confrontés dans le contexte africain? Il faut dire que d'abord, c'est une spécialité qui n'est pas bien comprise dans le milieu médical. Voilà, parce que même étant en formation, j'évitais d'en parler autour de moi parce que c'est pas forcément bien perçu. Un médecin qui fait 8 années d'études médicales pour après se spécialiser en santé publique, c'est pas quelque chose qui est bien compris. Et je voudrais raconter un peu une petite anecdote. Lorsque j'ai fini mes études médicales et ma spécialisation et que je travaillais au centre Muraz, j'ai rencontré un de mes maîtres qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais après les études. Je lui ai dit que je travaillais au centre Muraz. Il m'a demandé si je me suis spécialisé. Je lui ai dit oui, je me suis spécialisé en santé publique. Et il m'a dit, mais on t'a formé pour soigner les malades, on t'a pas formé pour aller faire santé publique. Donc c'est pour dire que c'est pas forcément quelque chose qui est bien compris, mais j'ai pris ça sportivement parce que voilà, je me suis dit que sûrement voilà, il avait une autre vision de la chose. Et comme je l'ai dit, il faut du tout pour faire un monde. Il faut des praticiens voilà, qui seront là pour prendre en charge les cas. Mais il faut également des spécialistes pour
mener des interventions à grande échelle et produire un impact beaucoup plus grand. Et donc, je peux dire que c'est la principale difficulté. Voilà, c'est pas souvent bien compris, c'est pas souvent accepté. On a l'impression que ce sont des gens qui sont assis dans les bureaux à réfléchir, à spéculer, voilà, à ne rien faire. Donc, il y a un peu ces stéréotypes-là qu'il y a dans le milieu. Ok. Non, très bien, c'est clair. Donc, il faut se préparer aussi à être confronté à ces stéréotypes-là. Et, Tout à fait. ok. Une autre question que je vais te poser assez directe. Penses-tu que comparé aux autres spécialités, euh, la santé publique nourrit bien son homme? Sur le spectre des revenus, où est-ce que tu situerais un médecin qui se serait spécialisé en santé publique? Ok. Personnellement, je pense que c'est tout comme d'autres spécialités, hein, la santé publique nourrit bien son homme. Ça, c'est mon avis. Mais après, ça dépend aussi de comment on valorise, on se valorise. Voilà, ça dépend des objectifs également qu'on se fixe. Et ça, c'est un aspect important. Il ne suffit pas voilà, de faire la spécialité pour être sûr que voilà, voilà, on va gagner bien sa vie. Mais ça dépend de comment on valorise en fait voilà, ce parchemin-là. Euh, Moi, lorsque j'étais allé à Abidjan pour faire une formation en suivi et évaluation de projet, et là aussi, j'ai vécu une situation qui m'a un peu titillé, qui m'a ouvert les yeux. Je suis arrivé, c'était une formation en suivi et évaluation de projet, et la, la plupart de ceux qui étaient présents à cette formation, c'était des chefs de projet d'ONG internationales et tout. Moi, je venais du centre Muraz. Et il y avait également mon voisin direct. Lui, c'était le responsable du Fonds des investissements locaux du Canada en Côte d'Ivoire. Et Wow. lorsque, dans les échanges, j'ai vu que c'est des gens qui avaient des niveaux licence, niveau master. Et j'étais le seul qui avait un doctorat. Donc les gens m'appelaient respectueusement docteur, docteur et tout. Mais en fait, quand je regardais ma position par rapport à eux, ça m'a donné à réfléchir. Et je me suis dit, en fait, le tout n'est pas d'avoir le diplôme. Le tout n'est pas d'accumuler les Ouais. diplômes, mais il faut savoir les valoriser. Voilà. Et ça, lorsque j'ai fini la formation, je suis revenu au Burkina, ça m'a vraiment donné à réfléchir et ça, c'était une source de motivation pour moi, en fait. Et donc, pour revenir à cela, c'est bien, voilà, d'avoir son diplôme de spécialiste, mais il appartient à tout un chacun de savoir valoriser ce diplôme, de savoir se vendre également. Comme l'adage le dit chez nous, si tu te vends moins cher, les gens vont te payer à crédit. Et donc, ça, c'est un autre aspect aussi de la chose. Sinon, globalement, on peut dire que ça nourrit bien son homme. Ok, très bien. Ça, voici qui est très encourageant. Ouais, et dans ta réponse, tu as noté, tu as mentionné cette formation-là que tu as suivi en Côte d'Ivoire sur le suivi et évaluation des projets. Euh, il me semble que si je me souviens bien, c'est une formation que tu as payée de toi-même. Est-ce que tu Oui. peux rapidement nous raconter qu'est-ce qui t'a amené à investir personnellement ton argent dans cette formation et le retour sur investissement? Est-ce que tu conseilles aux jeunes frères de, de faire comme toi, de payer de leur poche des formations certifiantes de ce genre? Oui, en fait, comme je l'ai dit, lorsqu'on veut aller quelque part, il faut se donner les moyens de sa politique. Et je parlais tantôt de se construire un profil. Moi, depuis toujours, ce que je voulais, c'est vraiment être dans le management des projets de santé. Et
c'était ça mon objectif. Et pour gérer un projet, il faut avoir des compétences dans le domaine du suivi, de l'évaluation des projets. Il y a une composante management dans la formation. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait voilà, avoir. Et il n'y a pas meilleur investissement que d'investir sur soi-même. Et donc, effectivement, cette formation, je l'ai payée euh, voilà, de moi-même. Il fallait payer l'avion, il fallait payer les frais d'hôtel, il fallait payer le coût de la formation qui était quand même assez consistante. Et donc, voilà, en tout cas, je ne regrette pas. C'est grâce à toutes ces compétences-là que j'ai pu voilà, être à ces positions de leadership. J'ai eu à coordonner plusieurs projets. Et donc, ce sont ces compétences-là qui m'ont permis voilà, de pouvoir assumer ces responsabilités-là. Et donc, j'encourage fortement voilà, nos jeunes frères nos frères aussi, nos promotionnaires, à ne pas hésiter voilà, voilà, à investir sur soi-même. Mais comme je l'ai dit, il y a également beaucoup d'opportunités de formation lorsqu'on cherche bien. Et ça, c'est un autre aspect, c'est que les gens ne postulent pas assez. Que ce soit pour les formations, que ce soit pour l'emploi, euh, il faut vraiment postuler. Parce que souvent les gens voient le sommeil de l'iceberg. Voilà, on dit oui, ah, il a eu ça, mais les gens ne s'imaginent pas le nombre de candidatures voilà, qui n'ont pas été acceptées avant qu'on puisse avoir cette opportunité-là. Donc, c'est d'encourager nos jeunes frères également à aussi postuler aux opportunités de bourse. Lorsque j'étais aux États-Unis, je me suis rendu compte que nos, nos, nos frères africains qui sont de la partie anglo-saxonne, partie anglophone, euh, en fait, exploitent beaucoup plus ces opportunités-là de bourse d'études. Pendant que nous étions aux États-Unis, beaucoup devaient aller faire des formations voilà, à l'université d'Oxford, à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, voilà, dans des grandes universités aux États-Unis et tout, grâce à des bourses d'études, notamment le Chevening et beaucoup d'autres bourses. Et ça, c'est pas assez exploité chez nous. Voilà, sûrement à cause de la barrière linguistique, mais voilà, c'est des opportunités qui sont là. Et moi aussi, comme je l'ai dit, j'en ai bénéficié quand même. Voilà, donc c'est d'encourager nos jeunes frères à prospecter et à postuler au maximum. Que ce soit pour la formation, que ce soit pour l'emploi, c'est assez important. Très bien. Merci beaucoup qui est bien, voici qui est bien dit. Très beau conseil. Gbangou, si tu permets, nous allons passer au chapitre suivant de cette interview. Nous allons regarder dans les activités que vous menez dans le cadre de dans le cadre de votre travail dans votre ONG. Première question. Quelles sont les principales activités de ta spécialité dans le développement? Euh, les principales activités dans le développement, c'est vraiment l'appui ici au Tchad. Hein, je parle du Tchad parce que Oui, oui. JCPH, c'est une ONG internationale qui intervient voilà, dans beaucoup de pays à travers le monde. Nous sommes dans beaucoup de pays africains. Et donc, moi, en tant que représentant pays, je vais parler plus spécifiquement du Tchad. Et donc, nous appuyons à travers notre bailleur qui est la coopération suisse. Donc, nous appuyons le gouvernement du Tchad pour renforcer le système de santé du Tchad, notamment, c'est-à-dire que nous agissons sur les 6 piliers avec un focus et c'est un programme de 12 ans. Et nous sommes actuellement dans la dernière phase, dans le troisième cycle. Et chaque cycle dure 4 ans, 4 années. Et donc là, nous sommes en train de mettre un focus sur la couverture santé universelle. Voilà. Et donc, nous voulons appuyer le gouvernement pour opérationnaliser la couverture santé universelle. Et dans nos activités, nous mettons beaucoup l'accent sur
la santé maternelle et infantile. Donc, il y a des interventions que nous menons pour réduire la mortalité maternelle, parce que le Tchad fait partie des pays africains ayant le plus fort taux de mortalité maternelle et infantile. Et ça, c'est préoccupant, c'est une préoccupation au niveau, au plus haut sommet de l'État. Et donc, nous, en tant que partenaires techniques et financiers, à travers notre bailleur qui est la coopération suisse, nous appuyons pour voilà, réduire, voilà, améliorer en fait ces indicateurs sanitaires-là. Et voilà, comme autre activité, nous avons également le développement des outils numériques. Voilà, parce que nous sommes Ok. dans l'ère de la digitalisation. Et ça, c'est des activités innovantes. C'est pas forcément facile dans notre contexte où il y a beaucoup de difficultés en termes d'équipement, en termes de connexion Internet et tout. Mais voilà, nous essayons d'impulser cela. Nous avons eu un projet euh, dans des camps de réfugiés on a mis en place des outils d'aide à la décision clinique où nous avons des registres électroniques qui sont utilisés et également des, des tablettes qui comportent des algorithmes avec un arbre décisionnel qui permet aux Ok. praticiens, qui facilite en fait la tâche aux praticiens lors de la Très intéressant. consultation. Ça propose déjà, voilà, en fonction de la symptomatologie du patient, des données qui seront enregistrées dans la tablette. Ça propose déjà des diagnostics et même le traitement. Et ça a été très bien accepté par la population. Et au finish, lorsque la population vient dans ces formations sanitaires, elle exige même qu'on utilise cette tablette-là. Et lorsque le praticien n'utilise pas la tablette, on trouve que voilà, c'est comme si le travail n'a pas été bien fait. Et donc, ce sont des interventions comme ça que nous menons. Nous avons beaucoup d'activités, mais de façon globale, c'est ce que je peux dire. Et donc, Ok. Très bien. voilà, l'accent est vraiment mis pour cette phase-là par rapport à la couverture santé universelle. Ouais. En tout cas, félicitations, bravo. On est très content de voir toutes les merveilles que vous réalisez au Tchad là-bas. Bravo. Bangou, maintenant, une question de curiosité. Tu diriges une équipe de combien de personnes et comment as-tu fait pour développer tes compétences managériales et de leadership? Tu as tout à l'heure mentionné une formation, par exemple, que tu as suivie en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur comment tu t'y es pris pour développer tes compétences managériales et de leadership, que je rappelle, ne sont pas enseignées en faculté de médecine? Tout à fait. Euh, il faut dire que par rapport au- à mon équipe, je dirige, bon, il y a je coordonne une équipe de 22 personnes parce que il y a une coordination nationale Mhm. et deux équipes provinciales. Voilà. Et donc, il y a 22 personnes au totalité, dont trois expatriés. Voilà. Et par rapport aux capacités managériales, c'est d'abord à travers la formation et aussi à travers la pratique. Et ce sont des compétences qu'on acquiert vraiment avec le temps. Voilà, parce que souvent la théorie est différente de la pratique. Et c'est lorsqu'on voilà, on occupe des positions de leadership qu'on s'améliore avec le temps. Voilà. Et donc c'est vraiment à travers l'expérience également que on arrive à acquérir ces compétences. Mais par rapport à la formation, j'ai j'ai eu d'abord une formation en leadership lorsque j'étais aux États-Unis parce que je suis un Mandela Washington Fellow. Voilà, en fait, c'est le programme du département d'État des États-Unis pour les jeunes leaders africains. Et donc, je militais déjà au Burkina dans des associations, voilà, l'association de lutte contre le paludisme. Et
Et donc, chaque année, le département d'État identifie des jeunes qui sont leaders dans leur communauté, qui mènent déjà des actions et qui renforcent en fait leur capacité en leadership. Et moi, j'ai bénéficié de cette formation-là en leadership et par la suite, à travers d'autres formations telles que euh, la formation en Côte d'Ivoire, où il y a une compétence, il y a un module en fait sur le leadership, comment manager les équipes, voilà, quelles sont les compétences à avoir en tant que leader, en tant que responsable de projet, et comment gérer les équipes en fonction de leur sensibilité. Parce que lorsqu'on gère une équipe, chacun a sa personnalité et il faut trouver un mode d'emploi pour chacun. Voilà, il n'y a pas Ouais. de voilà, il faut savoir comment gérer chacun en fonction de voilà de sa spécificité. Et ça, c'est des compétences et des capacités qu'on développe aussi à travers la pratique. Voilà, bien sûr, il y a la théorie, mais il y a également la pratique et le volet pratique est beaucoup plus important. Ok, très bien. Donc, je retiendrai que pour développer tes compétences managériales de l'équipe et de leadership, tu as appris au cours de ton expérience, certainement en apprenant de tes supérieurs hiérarchiques. Et lorsque toi aussi tu as occupé les positions, tu as continué à développer ces compétences-là. Tout Et à fait. donc, on peut dire aux jeunes frères de ne pas beaucoup s'inquiéter pour ça et de se lancer et que l'expérience viendra en pratiquant. Tout Voilà. à fait. Et Si je peux me... Mhm. ce que tu as dit, je voudrais dire un peu sur ça. Euh, Effectivement, en tant que jeune, c'est pas souvent facile hein, Mhm. d'occuper certains postes. Voilà. Lorsque je suis arrivé nouvellement au Tchad, je gérais une équipe euh, où j'étais le plus jeune. Voilà. J'étais le responsable de l'équipe, mais j'étais le plus jeune. Et c'était quand même un défi. C'était quand même un défi. Mhm. Et si on n'a pas le tact qu'il faut, très souvent, on peut se retrouver dans l'impasse. Voilà. Et donc, c'est important de savoir que le manager, c'est pas celui qui est, voilà, qui est le chef qui brime les autres, mais au contraire, il faut se mettre dans une position voilà, de serviteur, une position de facilitateur en fait. Et j'encourage beaucoup nos jeunes frères à ne pas avoir peur de prendre ces postes de responsabilité-là et également de s'investir. Voilà. Lorsqu'on s'investit, on finit par voilà, réussir en fait la mission. Ok, très bien. Une petite déviation. Tu as mentionné tout à l'heure le Mandela Washington Fellowship. Est-ce que tu peux très rapidement, très brièvement, dire à nos invités, tu as déjà dit de quoi il s'agit, comment se préparer et quelles sont les opportunités pour les jeunes médecins dans le Mandela Washington Fellowship, comment postuler et quand postuler? Euh, oui, c'est vraiment une très grosse opportunité et je peux dire que ça a beaucoup joué dans ma carrière. Et donc, c'est un programme du département d'État américain, comme je l'ai dit. Et, et chaque année, il y a des candidatures. Mais je pense que toutes ces informations sont sur le site de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Et donc, si vous allez voir. Après, je pourrais donner la date. Je ne me rappelle plus très bien de la date parce Non, il y non, a vraiment longtemps. Bangou, quand je dis quand, c'est pas par rapport à la date. Je voulais dire, ce que je veux dire, c'est à partir de quelle année? Est-ce que, par exemple, il faut attendre d'être devenu MCD ou à partir de la sixième année? Ah, Ou non, non, voilà, non, 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 non. En fait, à quelle période dans l'évolution d'un étudiant en médecine, d'un médecin, est-ce qu'on peut postuler? non, en fait, le Mandela Washington Fellowship, c'est en fait un programme des jeunes leaders. Ça n'a rien à voir avec le cursus académique, le cursus professionnel, parce que dans notre cohorte, là, il y avait des gens qui n'avaient même pas un niveau universitaire,
mais qui étaient dans des activités associatives qui avaient de l'impact dans leur communauté. Ils ont été identifiés et la seule condition requise pour pouvoir participer au programme, c'est également d'avoir une bonne pratique de l'anglais. Voilà, parce qu'il y a des interviews, le dossier de candidature est examiné et tout. Et par rapport à la langue, c'est pour que parce que c'est des séjours aux États-Unis. Voilà, séjours aux États-Unis. Il y a il y a un volet formation en, en management public, en business and entrepreneurship et Leadership, oui, non? dans la société civile. Je ne me rappelle plus du troisième axe de formation. Et donc, Mhm. voilà, c'est des formations qui sont faites. Et à côté de cela, ceux qui sont dans des domaines, dans des carrières professionnelles, il y a également ce qu'on appelle le Professional Development Experience. Et donc, c'est possible également d'avoir une expérience professionnelle dans des institutions américaines. Et moi, par exemple, j'ai fait un stage de 2 mois dans le département de santé publique de Maricopa, du comté de Maricopa, c'était en Arizona. Et donc, Ok, ça a été vraiment une expérience enrichissante pour moi. Ça m'a permis de... J'ai travaillé dans un bureau d'épidémiologie. Ça m'a permis de voir comment voilà, la pratique de l'épidémiologie se faisait là-bas. Et voilà. Donc, par rapport à cette opportunité, c'est vraiment une grosse opportunité et j'encourage les jeunes frères à postuler à ces programmes-là. Ce n'est pas uniquement le, le, le Mandela Washington Fellowship, il y a également le Fulbright, il y a d'autres opportunités qui sont intéressantes à prospecter et à saisir. Mais s'il y a des questions spécifiques par rapport à ça, je peux répondre également inbox et puis voilà, apporter ok. des exemples. Merci, merci beaucoup, Bangou. Là, c'est clair. Donc, on encourage nos jeunes frères à postuler à ces opportunités-là qui sont offertes, par exemple, par l'ambassade des États-Unis. Comme tu l'as dit, il y a le Fulbright, il y a le Mandela Washington Fellowship, il y a le YALI pour ceux qui ne pratiquent pas encore très bien l'anglais. Le YALI qui se fait au Sénégal, par exemple. Il y a Humphrey, Voilà. Il y a Pour Humphrey. pour Voilà. les Donc, professionnels. voilà, pour les... Ok, très bien, merci. Donc, ce sont des opportunités qui non seulement vont vous former, mais également, je pense, vont vous aider à avoir plus confiance en vous, vont vous aider vont vous amener à être exposé à d'autres professionnels, à apprendre des autres, à apprendre des autres communautés, des autres pays. Et c'est des expériences généralement qui sont très enrichissantes et qui, voilà, qui nous donnent une très bonne confiance en nous, qui nous ouvrent les perspectives, voilà, qui ouvrent nos yeux, comme on le dit, et qui font que voilà, on revient toujours enrichi. Docteur Bangou, si tu permets, nous allons passer au dernier chapitre de cette interview. Nous allons regarder les perspectives. Quelles sont, selon toi, les perspectives en termes d'opportunités de carrière dans les 10-15 années à venir en santé publique et en Afrique, mais également de façon globale? Donc, les opportunités en termes de carrière dans 10-15 ans pour quelqu'un qui fait santé publique aujourd'hui. Non, je pense que c'est vraiment une spécialité voilà, qui comptera dans l'avenir. Et donc, pour moi, pour quelqu'un qui veut se former en santé publique, euh, moi, je ne ferais que l'encourager. Parce que, comme je l'ai dit, on dit santé publique, mais c'est un domaine très vaste. Et il y a des spécialités où il y a, pas, il y a un besoin en ressources humaines. Quand je prends par exemple l'économie de la santé, que ce soit dans notre contexte africain ou bien même ailleurs, il y a un besoin important en économie de la santé, en informatique médicale. Nous sommes dans l'ère de la digitalisation et donc ces compétences-là manquent énormément. Et donc pour moi, avec tout ce qui se passe à travers le monde, nous connaissons maintenant ce qu'on appelle les
les urgences sanitaires de portée internationale, la COVID-19, qui nous a ouvert les yeux sur vraiment la faiblesse de nos systèmes de santé et que ce soit en Afrique et même en Europe, ça a mis vraiment en branle voilà, le système de santé de nos pays et ça nous a permis de nous rendre compte de nos faiblesses. Et donc, pour pouvoir combler ces faiblesses-là, il faut des spécialistes en fait pour pouvoir adresser ces questions-là. Et donc, pour moi, c'est vraiment une spécialité d'avenir. Il y a encore beaucoup de domaines non encore explorés. En Europe, ils sont très avancés, en Europe et aux États-Unis. Mais ici en Afrique, il y a beaucoup à faire, énormément à faire. Et donc, pour moi, en termes d'opportunités de carrière, je pense que voilà, il y a vraiment le besoin. Et en fonction des objectifs de tout un chacun, c'est vraiment de les cibler et de voir comment euh, on peut se construire un profil pour embrasser une carrière dans ce domaine. Donc pour moi, le besoin est là et les perspectives sont vraiment bonnes, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'international. Voilà. Je pense qu'il y a des opportunités, Ok, très il bien. y a assez d'opportunités. Ok. Que répondre, que vas-tu répondre à ceux qui disent que en santé publique, il n'y aura pas beaucoup d'opportunités, notamment dans les maladies infectieuses, peut-être dans les maladies non transmissibles. Quelle est ton opinion là-dessus et qu'est-ce que tu peux partager sur ça? En fait, ça dépend des contextes. Lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai vu que là-bas, eux, c'est beaucoup plus les maladies chroniques. Voilà, compte tenu de la transition épidémiologique, voilà, eux, ils sont dans les maladies chroniques. Mais en Afrique, nous sommes toujours, voilà, nous sommes dans la transition épidémiologique, dans la deuxième phase, c'est-à-dire on doit gérer le problème des maladies infectieuses, mais également le problème des maladies chroniques, parce qu'on a, voilà, on a des gens qui vivent beaucoup plus longtemps, et donc certains développent des maladies chroniques. Donc, tout en gérant les maladies infectieuses qui sont encore d'actualité dans notre contexte, il faut également voilà, gérer avec les maladies chroniques. Et donc, pour moi, euh, ça dépend du contexte. En Afrique, on traite encore, on a encore affaire à ces maladies infectieuses-là. Il y a des épidémies dans certains pays dues à une insuffisance en vaccination, des épidémies de rougeole, des maladies évitables par la vaccination en un mot. Et donc, ces maladies infectieuses-là sont encore existantes dans notre contexte. Et ce n'est pas peut-être le cas ailleurs, mais pour le moment, en Afrique, voilà, c'est un aspect à considérer. Très bien, merci. Quel conseil donneras-tu à nos jeunes frères qui pensent embrasser une carrière en santé publique? Bon, je pense que il y a beaucoup d'aspects que j'ai déjà évoqués. Le premier aspect, c'est de se construire un profil. Mhm. C'est de savoir exactement quel type de carrière on souhaiterait avoir. Est-ce que on souhaiterait être beaucoup plus dans la gestion des projets? Est-ce qu'on veut être beaucoup plus technique, c'est-à-dire spécialiste en santé publique qui apporte beaucoup plus des appuis techniques dans la santé publique, ou bien dans le domaine du suivi et évaluation de projets? Ça aussi, c'est d'autres compétences. Et donc, il faut se construire un profil et acquérir les connaissances qu'il faut pour pouvoir avoir cette carrière-là. Le deuxième point, c'est vraiment l'anglais, comme je l'ai dit. C'est voilà, de mettre un accent là-dessus parce que ça ouvre beaucoup de portes. Et comme autre point que je voudrais ajouter, c'est le networking, le réseautage. C'est un aspect Ok, qu'on ne nous enseigne pas beaucoup, mais c'est important. C'est important parce que il faut savoir
créer son réseau. Voilà. Et être en bon terme avec tous ceux avec qui on travaille et les personnes qu'on rencontre. Il faut savoir établir les contacts. Et ça, c'est un investissement, que ce soit sur le plan, c'est-à-dire en termes de temps et en termes de coût. Voilà, inviter quelqu'un autour d'un verre pour échanger et tout, ça prend du temps, ça peut nécessiter un peu de ressources, mais le retour sur investissement est important. Vous pourrez avoir des opportunités tout simplement parce que voilà, vous connaissez quelqu'un, vous échangez avec quelqu'un qui va vous mettre sur une piste ou bien qui va après vous recontacter pour une opportunité qui va changer votre vie. Et donc, c'est un aspect important. Mais en même temps que je dis ça, je voudrais aussi attirer l'attention sur nos jeunes frères pour dire que le réseau ne fait pas tout. C'est-à-dire que les gens vous solliciteront parce que vous avez quelque chose à mettre sur la table. Ça veut dire qu'il faut être aussi compétent. Voilà. Voilà, il faut, il, il faut avoir quelque chose à offrir. Voilà. Donc, c'est pas de dire, parce que souvent j'écoute ça dans certains milieux. Non, domaine des ONG, c'est un secteur très fermé. Il faut connaître quelqu'un. Moi, j'ai pas eu besoin de connaître quelqu'un pour entrer dans ce domaine. C'est pour dire que il faut il faut payer le prix, mais le réseautage peut également ouvrir des portes. Mais le réseautage ne fait pas tout. Voilà. Et Ok, je ne suis pas d'avis avec ceux qui disent que non, c'est pour avoir des opportunités en ONG, il faut connaître forcément quelqu'un. Et ça, voilà, je voudrais dire à nos jeunes frères que c'est possible. Comme j'aime le dire, il y a toujours de la place pour des outsiders. Voilà. Et très pour bien. terminer, c'est d'insister Mhm. encore sur la candidature. C'est-à-dire que je trouve que souvent on ne postule pas assez. On ne postule pas assez. On peut entendre que oui, telle personne a eu une opportunité dans telle structure, mais vous ne vous imaginez pas le nombre de candidatures il a soumis avant d'avoir ce poste-là. On voit en fait le sommet de l'iceberg, mais la partie immergée là, Ouais, on ne voit pas ça. Et il ne faut pas se ouais, décourager de ne pas avoir des retours positifs. Voilà, il faut rester focus, rester concentré, continuer, et on finit toujours par avoir son opportunité. Et lorsqu'on a une opportunité, il faut la mener à bien. Et c'est ça qui va permettre d'ouvrir d'autres opportunités. très bien. Merci beaucoup. Et JB, tu mentionnais tantôt que le réseautage peut être important, bien que dans ton cas spécifique, tu n'aies pas eu recours au réseautage pour obtenir ton poste initial au Tchad. Alors, je te demande, toi, comment est-ce que tu pourrais aider nos jeunes frères qui nous suivent, qui sont au Burkina ou peut-être ailleurs, à obtenir un poste au Tchad Euh, dans l'humanitaire ou le développement? Moi, je suis assez ouvert et tant que je peux aider, je le fais sans hésiter. Et donc, c'est à travers le coaching, le mentorship, je peux voilà, leur donner des orientations sur les aspects sur lesquels il faut travailler, quelles sont les aptitudes à avoir, en fonction de leurs projets, de leurs ambitions. Je peux également voilà, apporter, leur donner des avis par rapport à cela. Et ça, je suis vraiment disponible pour ça. Mais après, ça ne garantit pas le résultat. C'est-à-dire que ça dépend aussi de la personne. Voilà, parce que nous avons tous nos activités hyper chargées et tout. Et souvent, je me suis retrouvé dans des situations où tu te retrouves à toi-même monter le dossier, écrire les lettres de motivation. C'est-à-dire il faut de l'investissement personnel. Voilà, c'est ça. C'est, le mentor, c'est pas celui qui fait tout et qui va te servir sur un plat à consommer, mais c'est celui qui, voilà, qui te donne des conseils,
voilà, sur les aspects voilà, sur lesquels il faut plus mettre l'accent et tout. Et ça demande vraiment un investissement personnel. Et donc, le résultat final dépend de, voilà, de la personne et de sa volonté, de sa rage d'atteindre son objectif. Ok, très bien. Merci beaucoup, JB. Cela veut dire que si un jeune frère a identifié une opportunité au Tchad auquel il a postulé, il peut contacter Bango pour peut-être prendre des conseils quant à l'interview, quant à peut-être, voilà, comment est-ce que se préparer au mieux pour être sélectionné au décours de du processus de recrutement. Tout à fait. Bangou, une dernière question. Avant de te poser cette dernière question, je souhaite donner l'opportunité à nos spectateurs de laisser des questions dans le chat qu'on pourra peut-être prendre, bien qu'on on n'ait plus suffisamment de temps. Voilà, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Bangou, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir beaucoup plus tôt? Quelles sont les erreurs que tu as commises et que tu aurais aimé savoir comment les éviter. Ok, bon, moi, je ne regrette rien. Je ne pense pas qu'il y ait eu une erreur, mais peut-être j'aurais aimé avoir, mieux connaître le domaine du développement et de l'humanitaire plus tôt. Voilà, parce que Ok. j'ai découvert ce monde-là, comme je l'ai dit, pendant que j'étais dans le domaine de la recherche. Et j'étais un peu sur ma soif par rapport à la recherche. Voilà, parce que pour moi, la santé publique, c'était beaucoup plus pour être en contact des populations, voilà, pouvoir mener des interventions voilà, sur le terrain, constater les, le changement voilà, qui s'opère sur le terrain, comment ça contribue à changer la vie des gens, à améliorer la santé des populations. Et voilà, et c'est ce que je fais actuellement. Donc, c'est vraiment ce que je souhaiterais savoir. Mais je pense que l'expérience de la recherche me sert aussi dans mon poste actuel. Voilà, par exemple, par rapport à la capitalisation des connaissances et tout, j'ai quand même des aptitudes dans ce domaine. Donc, je ne regrette rien, mais j'aurais quand même aimé avoir en fait des connaissances dans ce domaine-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de faire ce podcast avec toi, parce que je pense que c'est important, surtout pour nos jeunes frères, parce que lorsqu'on est dans les études médicales, on a, le champ de vision est assez étroit. On voit juste Ouais. voilà, les spécialités médicales. Voilà. Quand tu veux faire santé publique, même, on trouve que voilà, c'est trop osé, ou bien voilà. C'est, voilà. Donc, c'est juste pour aussi permettre à nos jeunes frères de savoir qu'il y a il y a un autre monde que voilà, celui qu'ils connaissent. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a motivé à accepter ce podcast. Et aussi, généralement, les gens attendent d'avoir une carrière voilà, assez étoffée, être en fin de carrière pour pouvoir partager. C'est vrai que moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a une carrière aboutie. Je suis Mhm. encore en début de carrière, mais ça ne m'empêche pas déjà de partager le peu d'expérience que j'ai avec mes frères. Très bien. Oh, c'était très bien dit. Merci beaucoup, JB. Voilà, on n'a pas de questions parmi nos spectateurs. Alors, je souhaite te remercier sincèrement du fond du cœur de t'être livré à cet exercice-là et d'avoir partagé ton expérience, d'avoir partagé de belles anecdotes sur ton parcours et ouais, pour tous ces conseils-là que tu as bien voulu partager avec nos jeunes frères. Je te remercie énormément pour cela et je te donne peut-être la parole pour le mot de fin avant qu'on ne clôture ce podcast. Oui, je voudrais d'abord te remercier pour cette initiative parce que tu investis beaucoup de ton temps, beaucoup d'énergie
pour le faire. Et ça, c'est vraiment à but altruiste et ça sort de l'ordinaire. On n'a pas trop cette culture de partage-là, surtout dans le domaine professionnel. Généralement, les gens se, 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 se cognent au mur et chacun essaye de trouver sa voie en fait. Et donc, je trouve que c'est quelque chose de très utile et je suis ravi si cela a pu être utile à nos frères. Et, et voilà, je te remercie beaucoup pour cette initiative et je t'encourage vraiment à postuler, à continuer ainsi. Et je pense que tu mérites beaucoup de soutien voilà, pour cette activité que tu mènes. Merci beaucoup, Bango. Je ne manquerai pas de postuler s'il y a des opportunités à substituer. Je n'hésite pas à me dire. Alors, Tu es merci sûr, beaucoup à tu nos es sûr que spectateurs tu d'être en as besoin? restés connectés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Cela nous encourage à continuer ce podcast-là. Merci beaucoup et à très bientôt. Allez, bye. Bye, merci.